À toutes les époques et dans toutes les civilisations, les femmes ont souffert du mépris. Considérées comme le sexe faible, on a justifié les violences et les discriminations à leur égard par leur soi-disant infériorité. Elles seraient moins fortes, moins intelligentes, moins courageuses, moins audacieuses. L'émancipation féminine est une réalité très récente dans l'histoire de l'humanité. De plus en plus de femmes s'affranchissent. Elles s'emparent de leurs droits et des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à elles. « 1789, la Révolution française. 7000 femmes descendent dans les rues de Paris. Pour la première fois, elles quittent la sphère privée pour se joindre à un combat historique pour l'égalité et la liberté, celui des droits de l'homme, dont elles resteront finalement exclues. Olympe de Gouges ne compte pas en rester là et rédige alors la Déclaration des droits de la femme. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Pour cette audacieuse, si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la tribune. Son vœu ne sera exaucé qu'à moitié. Olympe sera décapitée. Les audacieuses, ce sont les pionnières d'hier et d'aujourd'hui. Celles qui ont pris le chemin de la liberté, en Occident et ailleurs. Elles transgressent les règles et se moquent des interdits. Leurs passions font tomber les barrières du genre. L'avenir de la femme, c'est aussi l'avenir de l'homme. Steph Davis est une femme libre, sans peur et sans limite. C'est magnifique qu'on puisse faire ça, voler. C'est la chose la plus incroyable au monde, lorsque cette chance nous est donnée. Contre l'avis de ses parents, Steph Davis a plaqué une carrière universitaire toute tracée. Après 7 ans de vie vagabonde, avec sa voiture pour seule maison, c'est finalement dans le ciel de l'Utah qu'elle a trouvé un espace à la hauteur de son audace. Elle prend tous les risques pour nourrir sa passion du vide et vivre à la verticale du monde. Porte ouverte, 3 km, bon vol. Steph a effectué des milliers de vols en parachute et des centaines avec sa wingsuit, cette combinaison qui donne des ailes à l'homme. À Moab, elle a créé une école de chute libre et dispense des formations à des groupes de femmes convaincues que ce sport extrême peut apporter indépendance et confiance en soi. Je me sens comme un oiseau quand je porte cette combinaison. Je peux faire ce que je veux, aller où je veux, plonger, faire des pirouettes. C'est une super sensation. Mais en même temps, il faut rester concentré, regarder l'altimètre et réfléchir à l'endroit où on va atterrir. D'un côté, c'est waouh, je suis un oiseau, mais de l'autre, c'est quelle est mon altitude? Le rêve d'Icare est peut-être le premier de l'humanité. Au siècle des Lumières, ils sont nombreux à caresser ce rêve d'envol et de liberté. Il faut s'élever. Pourquoi pas voler ?
Jacques Guernerin met au point le premier parachute à structure souple. Une révolution qui séduit la jeune Jeanne Geneviève. Elle épousera l'homme pour, elle aussi, s'envoyer en l'air. En 1798, elle est la première à piloter une montgolfière, ce qui ne manque pas d'amuser la galerie. Je suis, je crois, assez aimable. Qui veut me suivre? Vite, allons. J'excelle dans l'air inflammable. Point de chute avec mes ballons. L'année suivante, Jeanne Geneviève est la première femme à risquer une descente en parachute. Sa nièce Élisa lui emboîte le pas et sautera dans la cour du roi. Elles ont défié le vide, se sont affranchies des règles. Elles ont offert aux femmes un nouvel espace de liberté. Pour une raison que j'ignore, il y a beaucoup de règles dans la vie. Juste parce que quelqu'un a décrété que c'était la règle. On n'y croit pas forcément, mais on essaie d'y obéir parce qu'on est obligé. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Pour moi, ce qui a du sens, c'est d'être là. T'es sur la falaise, t'as la gravité, t'es équipé, tu sais ce que tu as à faire, et tu vas donner le meilleur de toi, parce que tu vas passer un bon moment, et tu veux qu'il y en ait d'autres. C'est très naturel, ça a du sens. Je veux vivre comme ça. Steph est l'une des meilleures grimpeuses au monde. Une visionnaire qui a repoussé les limites du sport. Elle a ouvert des voies aux 4 coins du globe. Elle a effectué des ascensions en solo, sans corde et sans assurance, sur des parois de plus de 900 mètres de haut. C'est un moment très particulier. Tu dois être concentré et faire de ton mieux. La seule personne qui compte à ce moment-là, c'est toi-même. C'est toi qui es sur le fil. T'as le sentiment d'être entier, d'être dans le vrai. Et tu dois faire de ton mieux, parce que t'as pas le choix. Pour exister dans le monde de l'escalade professionnelle, Steph a affronté les parois les plus dures et démenti les a priori sexistes. Elle s'est battue pour atteindre le sommet et prouver qu'une femme n'a rien à prouver. Mario Richard a rencontré Steph Davis alors qu'il pilotait l'avion duquel elle allait sauter. Une vie de haut vol qui les a réunis. Ensemble, ils escaladent la tour de Ancient Art, d'où ils veulent effectuer un base jump, un saut extrême d'une hauteur très réduite. Vérifie ta position. Sois sûr que c'est bon. Attends, je suis pas attachée là. À 125 mètres de hauteur, il n'y a aucune marge d'erreur. Allez, ma chérie, à tout de suite. See ya. 2, 1. L'escalade et le base jump sont sans doute les sports les plus dangereux au monde. Yeah, baby. Here we go.
Mordu par leur passion, le couple a repoussé toutes les limites, jusqu'au tragique accident qui a pris la vie de Mario dans les Alpes italiennes en août 2014. Steph poursuit désormais seul ses passions dangereuses. Partout dans le monde, des femmes d'action et de conviction contribuent, chacune à leur manière, à élargir le territoire des femmes libres. Le plus petit pays d'Amérique centrale, le Belize, est resté protégé par son littoral difficilement navigable et ses forêts impénétrables. Lasse de soigner des animaux en captivité, Isabelle Paquet-Durand a fait le choix de quitter l'Europe et son confort pour appliquer son savoir vétérinaire là où les animaux vivent encore dans leur habitat naturel. Au Belize, Isabelle est une pionnière en matière de sauvegarde du monde sauvage. Au cœur de la jungle, elle est confrontée chaque jour à des espèces méconnues dont il faut tout apprendre. Des patients parfois dangereux, toujours imprévisibles. C'est un tamandoua. Ce sont des animaux très particuliers, de vrais spécialistes. Ils mangent des fourmis et des termites. Ça leur prend jusqu'à 6 heures par jour pour se nourrir suffisamment. C'est beaucoup de travail. Ils n'arrêtent jamais. 2/3 du Belize sont recouverts de jungle primaire. Mais les difficultés n'effraient pas ce docteur tout-terrain. J'aime ce métier parce que chaque jour est un challenge. Il n'y a pas de routine. Je dois constamment improviser et trouver des solutions à chaque nouvelle situation. En 2 mois, un vétérinaire classique fait le tour de ce qu'il attend. C'est très vite lassant. Moi, en revanche, je ne m'ennuie jamais. Pour le maîtriser, il faut l'attraper avec ses pattes avant parce que c'est avec ça qu'il se défend. On l'a vu faire tout à l'heure et c'est bon signe, car on veut qu'il garde ses distances avec les humains. Isabelle investit tout son temps dans un projet unique et fou, la création d'un hôpital de la vie sauvage. Secourir l'inconnu, protéger l'extraordinaire, ce rêve, elle le porte depuis qu'elle est enfant. Montre-moi tes dents. Ou les vieilles dents. Isabelle étudie et travaille sans relâche pour concrétiser son rêve. Aujourd'hui, la profession vétérinaire est largement féminine, mais le chemin fut long. Au XIXe siècle, alors que le savoir scientifique explose, on estime que travailler n'est pas convenable pour les femmes. Les études supérieures leur sont même défendues. Maintenues dans l'ignorance, leur place est au foyer et leur vocation, la maternité. En 1898, Aline Cust, brillante étudiante britannique, finit ses études en chirurgie vétérinaire, mais on lui refuse l'accès aux examens permettant de devenir titulaire. Elle va pratiquer illégalement. 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Des millions d'hommes sont mobilisés, laissant leur poste soudainement vacant. Aline Cust et des millions de femmes vont alors remplacer les hommes dans toutes les professions, certaines jusqu'alors interdites. Désormais, les femmes occupent des postes aussi dangereux que hautement qualifiés. Depuis toujours, on les pensait incapables. Malgré l'opposition féroce des syndicats masculins, elles prouvent leur capacité dans tous les domaines. Dans
Dans les campagnes, les femmes assurent également la relève. Elles s'occupent des récoltes et prennent soin des animaux. Les femmes assurent même la maintenance des avions. Un travail inconcevable pour une femme respectable d'avant-guerre. Mais les attitudes changent. Ces nouveaux métiers signifient plus d'argent, plus de liberté et plus de confiance en soi. En bref, une nouvelle émancipation. En 1919, le Parlement britannique prononce une loi contre les discriminations sexuelles à l'embauche, ouvrant toutes les professions aux femmes. À 55 ans, Aline Cust obtient enfin son diplôme de vétérinaire, après 22 ans de clandestinité. Enfant, j'étais amoureuse des animaux. J'ai commencé le cheval à 5 ans. J'ai voulu être vétérinaire le jour où j'ai assisté à la naissance d'un poulain. J'ai couru jusqu'à la maison et j'ai dit à ma grand-mère que j'étais sûre de devenir vétérinaire. Tout le monde a rigolé. Mais c'est ce que je suis devenue. Ma philosophie de vie, c'est essayer de changer le cours des choses. Ne faire aucun mal. C'est faire de mon mieux. La nature est mon église. C'est là que je puise mon énergie. Avec des volontaires, Isabelle s'apprête à capturer un crocodile égaré. Les femmes n'ont plus peur des vaches, ni des crocodiles. Tous ces yeux oranges que vous voyez briller, eh bien, ça veut dire qu'un crocodile nous fixe. Il peut nous entendre, percevoir notre odeur et sentir notre présence. Et c'est de l'autre côté. Attends, il monte, il monte, il monte. Donne-moi du mou à la corde. Non, autrement il va se débattre. Je le maîtrise. Ne la ligote pas encore. Il faut qu'elle expulse l'eau qu'elle a dans la gueule. Regarde, on dirait une blessure de bagarre entre crocos. C'est une sacrée coupure. Je vais faire quelques points de suture pour que ça se referme plus vite. Elle va guérir très vite. Les crocodiles ont une énorme capacité de cicatrisation et vraiment, même si ça paraît profond, en fait, c'est juste une égratignure pour elle. Ouh, je sens l'adrénaline qui monte. C'est pas plaisant pour l'animal, mais pour moi, c'est assez excitant. Je n'ai pas peur. Croyez-moi, si elle commence à remuer et que je sens que Chris perd le contrôle, je fuirai en une demi-seconde. Victime du braconnage, ce crocodile a été mutilé. Sa queue a été coupée pour être revendue sur le marché noir. Isabelle s'est donné la mission de soigner un maximum d'animaux et de les relâcher dans leur habitat naturel. Son défi est monumental. Elle ne peut pas à elle seule changer la donne, mais son courage et sa détermination se dressent en sentinelle du monde sauvage. C'est une profession souvent très rude et très difficile. Mais quand on est sur le point de rendre sa liberté à un animal que l'on a pu guérir, ou qu'on a élevé et réadapté à la vie en pleine nature, ça, c'est vraiment la plus grande récompense. Ce moment-là me donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'harmonieux. À chacune son horizon. Alexandra David-Néel est l'une des plus grandes exploratrices de tous les temps.
Écrivain et photographe prolifique, elle a consacré sa vie à parcourir l'Asie, à étudier ses croyances et percer ses mystères. Inde, Japon, Corée, Chine, Tibet. C'est à pied que la photographe-reporter a exploré le continent. Tout commence en 1868, lorsque la petite Alexandra voit le jour. Ses parents désiraient un garçon, et malheur, c'est une fille. Mal aimée, elle ne cesse de fuguer. Elle veut s'affranchir d'une société qu'elle juge attardée et se plonge dans les études. L'évasion sera d'abord intellectuelle. En 1891, Alexandra foule pour la première fois le sol indien. Un voyage de 18 mois qui marque le début d'une vie d'aventure. À 36 ans, elle s'essaiera à la vie d'épouse. Mais elle s'ennuie ferme et repart pour un voyage qui doit durer 1 an. Elle ne rentrera que 14 ans plus tard. L'obéissance, c'est la mort. Chaque instant dans lequel l'homme se soumet à une volonté étrangère est un instant retranché de sa vie. Alexandra va se fondre dans le décor. Elle apprend le sanskrit, le chinois, le tibétain. Déguisée en mendiante, elle risque tout lors d'un périple de 3 ans et de 2000 km à travers le Tibet interdit. Sur cette photo, c'est elle, assise au milieu, amaigrie et transformée par l'épreuve. Elle est la première femme occidentale à pénétrer dans Lhasa. À 100 ans, l'intrépide renouvelle son passeport. On ne sait jamais. Elle s'éteint quelques mois plus tard, laissant derrière elle une œuvre monumentale. Un siècle après Alexandra, Géraldine a découvert à son tour l'Inde, son exotisme et ses galères. Est-ce que je peux charger ma moto dans votre camion? Oui, vas-y, monte, pas de problème. Okay, English? No English? Ça a l'air de le faire, ouais. Ça fait un moment que j'attends, donc j'espère qu'ils ont bien compris ce que je voulais, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Merci beaucoup pour votre aide. Very nice. Géraldine voyage seule lors de ses repérages. Elle est guide pour motards en quête d'aventure. Un métier d'homme dans un pays où il ne fait pas bon être femme. Le Rajasthan est un État particulièrement en retard, où la condition féminine a peu évolué depuis des siècles. Ignorance, violence, système des castes. Les droits humains ne signifient pas grand-chose ici. Est-ce qu'on peut rejoindre Kumbhalgarh par là? So, this is Kumbhalgarh. Ok. Je cherche mon chemin, je suis un peu perdue. Je cherche des petites routes, donc c'est un peu le but de se perdre, c'est toute la magie du voyage à moto. C'est l'occasion d'étoffer un petit peu les itinéraires, passer par des endroits qu'on ne connaît pas, où les gens sont encore surpris de nous voir. Je pense qu'ils vont parler de ce passage dans leur village pendant une bonne semaine. C'est quand même l'événement de la journée. You wanna come?
J'espère pouvoir inspirer le changement, tout d'abord chez les femmes. J'y pense à chaque fois que je croise des petites filles entre 5 et 15 ans qui me voient et puis qui me regardent avec des yeux ronds. Et à chaque fois, j'y pense. Je me dis, peut-être que quand elles me voient, elles se disent qu'il y a d'autres possibilités dans la vie. Donc oui, bien sûr, j'espère que ça fait changer les mentalités. J'aimerais que les hommes puissent aussi se rendre compte que oui, les femmes sont capables de rouler sur une file par elles-mêmes, qu'elles sont libres et qu'elles sont pas idiotes, tout simplement. Géraldine ose. Elle rend service aux populations locales et ne recule pas devant les hommes. Elle va au contact, quitte à bousculer les idées reçues. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Votre femme, elle travaille dans les champs ou à la maison? Elle fait quoi? Elle reste à la maison, elle fait la cuisine et s'occupe du foyer. Et c'est la première fois que vous voyez une femme à moto? Avant, les femmes ne conduisaient jamais, mais ça commence. Et ça vous surprend? Oui. Avant, elles n'avaient aucune éducation, mais maintenant, elles apprennent des choses. Apparemment, il y en a même qui apprennent toutes seules à conduire, à faire de la moto. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Aujourd'hui, on célèbre la naissance d'un fils. Partout en Inde, le poids des traditions est écrasant. Avoir une fille est souvent synonyme de malchance. Il faut la doter pour la marier et elle quitte le foyer. Un coup malvenu dans de nombreuses familles. L'infanticide et l'avortement sélectif sont monnaie courante. Le dernier recensement fait état de 50 millions de femmes qui manqueraient à l'appel en Inde. Un véritable génocide. Le chemin est encore long et les mentalités figées dans un autre temps. Avoir un garçon, c'est important. C'est pour lui qu'on fait une grande cérémonie. Avant, la mère a eu 4 filles. Un garçon, ça nous fait plaisir. Alors on va faire des offrandes. Aujourd'hui, on va donner un nom au bébé. C'est un grand jour. Autrefois, on pratiquait le rite de la sati. On invitait les veuves à se jeter sur le bûcher funéraire de leur mari. Une alternative, être enterrée vivante. La sati était le symbole de l'épouse vertueuse et fidèle, en totale soumission à son mari, jusque dans la mort. Aujourd'hui encore, les veuves vivent dans le mépris absolu en Inde. Elles sont rejetées, victimes de mauvais traitements et souvent exploitées sexuellement. Quant à la pratique de la sati, même si elle est depuis longtemps interdite, le dernier cas remonte à 2008. Au guidon de sa vieille moto, Géraldine a exploré l'Inde du Sud, le Madhya Pradesh, l'Himalaya, le Bhoutan, le Sri Lanka et le Népal. J'ai un beau métier. Une vie de rêve, ouais. C'est ça qui est magique dans la moto. Je me sens libre. Je quitte tout, j'oublie tout. Pour faire ce métier en Inde, je pense qu'il faut quand même un certain degré d'audace. Faut pas avoir peur d'aller vers les gens, faut pas avoir peur de pouvoir se débrouiller en cas de problème, en cas de pépin. Il faut pas avoir peur de l'inconnu. Je pense que c'est des qualités qui sont nécessaires quand on veut faire du guidage moto en Inde, surtout quand tu es une femme. L'Asie reste une énigme. Un mystère qui passionne les voyageurs d'hier et d'aujourd'hui. Là, j'attends Praveen,
C'est mon futur mari, donc voilà, on va continuer la route ensemble. Et il devrait pas tarder à arriver là. Géraldine est tombée amoureuse d'un Indien de la caste des Brahmanes, la plus haute caste en Inde. Hey baby, how are you? Un amour hors norme et particulièrement courageux. En Inde, les mariages sont le plus souvent arrangés et le choix des parents irrévocable. Le 28 octobre 2014, Géraldine et Pravin se sont mariés. Les mariages hindous s'effectuent traditionnellement selon le système des castes. Je pense avoir cassé cette culture du mariage entre castes. J'espère qu'elle évoluera encore. Je pense qu'elle évoluera très lentement et très difficilement. Il y a énormément de familles qui évoluent et qui acceptent que leurs enfants se marient avec des castes différentes. Ça reste quand même une minorité, ça fait peut-être 5% de la population. Géraldine est le symbole même de la femme libre de travailler, de choisir sa vie et son mari, malgré tous les interdits. Elle montre la voie de l'émancipation dans un pays en pleine mutation. Rien n'arrête Danielle Doty. C'est à Talkeetna, en Alaska, qu'elle s'est installée pour assouvir sa passion pour les avions et les grands espaces. J'ai grandi dans le Colorado. Mon père et mes frères étaient mécaniciens automobiles et travaillaient aussi sur les avions. La semaine, c'était les voitures, le week-end, les avions. J'aime la mécanique et j'ai grandi avec. Danielle est un chauffeur de taxi pas comme les autres. Elle est pilote du Bush. On va s'envoler vers la montagne. Direction le McKinley. Les pilotes du Bush sont parmi les meilleurs du monde. Ils peuvent voler dans n'importe quelles conditions et atterrir dans les endroits les plus accidentés. Se déplacer en Alaska est particulièrement difficile. Être aviateur dans la région du McKinley, le sommet des États-Unis, est un véritable challenge. J'habite ici. Je peux survoler les montagnes ou faire de la rando et tomber nez à nez avec un grizzly. Je me dis que j'ai pas une vie surprotégée. Je me sens vivante. Je suis venue ici en avion il y a 9 ans, avec des copains. On faisait un long voyage à travers tout le pays. Je me suis posée ici et j'ai vu plein d'avions. Certains avaient des skis et décollaient pour aller en montagne, alors que la météo était mauvaise. Je n'avais jamais vu le McKinley, mais je savais qu'ils allaient là-bas et qu'ils allaient atterrir sur la montagne et se poser sur la neige. Je me suis dit qu'ici, c'était un coin vraiment sympa. Au début du XXe siècle, l'aviation se développe et devient tout-terrain. Les endroits les plus reculés sont désormais accessibles, mais seulement aux pilotes les plus courageux. Pionnière, Marie Marvin obtient sa licence de pilote en 1910 et la même année, à Mourmelon, elle est la première à établir un record de distance de 45 km.
Mademoiselle Marvin est aussi infirmière. Elle conçoit le premier avion ambulance pour l'évacuation sanitaire. Au Maroc, elle crée l'aviation sanitaire civile et invente les skis métalliques qui permettent aux hommes et aux avions de glisser sur le sable. Elle met son audace au service des hommes et de l'émancipation des femmes. Car Marie Marvin est aussi une incroyable athlète qui s'illustre dans tous les sports. Cycliste passionnée, elle parcourt les 4500 km du Tour de France de 1908. Elle veut démontrer qu'une femme aussi peut briller dans cette compétition exclusivement masculine. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est à vélo ou dans les airs qu'elle effectuera tous ses déplacements. C'est en effet à 82 ans qu'une Française, Mademoiselle Marvin, a décidé de prendre sa première leçon d'hélicoptère. Certes, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais on est en droit de se demander ce que Mademoiselle Marvin pourra faire de cet instrument lorsqu'elle saura parfaitement en jouer. Qu'importe, cette vieille jeune fille a l'air de trouver l'hélicoptère à son goût. N'est-ce pas l'essentiel? C'est en effet l'essentiel, monsieur. C'est l'indépendance et l'obstination qui animent ces femmes libres. Ma première année en Alaska, je n'avais même pas de voiture, seulement mon avion et un vélo pour aller partout. Pour moi, c'était un pays de rêve, et ça l'est toujours. Plus je m'enfonce dans le pays, mieux je me sens. Quand je suis en dehors du système, je me sens vraiment en paix. Daniel vit comme les pionniers. Peu importe les conditions de vie extrêmes sur cette terre inhospitalière. En hiver, on a souvent des coupures de courant pendant 2-3 jours. Et quand il fait moins 40, tout gèle en une journée. Le problème, c'est pas seulement l'eau. C'est les boîtes de conserve, la nourriture. Tout est foutu. Daniel a une idée un peu folle. Elle vient d'acquérir un terrain, une colline même, sur laquelle elle va construire sa cabane. Le défi est de taille, car aucune route n'y mène. Ça, c'est pour le plancher de ma cabane. Les petites planches, c'est facile à transporter en avion. Elles rentrent à l'intérieur. Les plus longues, c'est moins pratique. C'est un bel endroit. Mais ce qui me plaît, c'est que c'est un défi d'y aller. Pour ses déplacements privés, Daniel utilise ce Piper de 1956 qu'elle a entièrement restauré de ses propres mains. En avion, il faut 5 minutes pour aller là-bas. Il n'y a pas de route. En marchant, il faudrait 8 heures, peut-être 10. Je ne l'ai jamais fait à pied. Je me sens en vie, c'est sûr. D'habitude, je me lève tôt, avant tout le monde. Quand tu es la première à décoller et que tu sens l'avion quitter le sol et qu'il y a cet air pur et froid, c'est comme être sur un tapis volant. C'est le rêve. Il n'y a rien de mieux, c'est génial. J'ai vraiment de la chance d'avoir une telle passion. Pas de piste d'atterrissage pour aller sur son terrain. Seulement une pente inclinée à plus de 20 degrés et des conditions météo rarement favorables. Mais il en faudrait beaucoup plus pour décourager Daniel dans son projet délirant.
J'ai choisi cet endroit parce qu'il domine toute la vallée. En général, les terrains à vendre sont en forêt. Donc c'est vraiment super d'avoir un endroit au-dessus de la vallée. C'est un perchoir. L'Alaska, c'est le toit de l'Amérique. Et cet endroit magnifique, c'est le toit de la vallée de la Susitna. Danielle est une aventurière. Femme de défi, elle a trouvé en Alaska un espace sans limite, à la mesure de sa liberté. Comprimées dans les diktats moraux, les femmes ont été tantôt contraintes, tantôt cachées, voire enfermées. La libération des esprits passera par la libération du corps. Certaines ont même l'audace de pratiquer un sport, mais les débuts sont difficiles. On essaie tant bien que mal de s'accommoder, comme de monter un Amazone, de faire de la boxe tout en restant élégante, ou de courir tout en respectant certaines pratiques au nom d'une religion. Le sport est un formidable levier d'émancipation. Avec le temps, les corsets sont tombés, les jupes ont raccourci, les shorts sont devenus la norme. En Afrique australe, Teresa Master cherche à son tour dans le sport l'espoir d'une vie meilleure. La course, c'est ma vie. Quand je suis malade, je vais courir et ça va mieux. Quand je fais une crise de paludisme, si je cours, tout disparaît. Courir, c'est mon médicament. Parfois, quand je cours, j'atteins un stade où je ne sens plus rien. Je transcende la douleur. Je me dépasse, mon corps se relâche. Je m'appelle Teresa Master. J'ai commencé à courir quand j'avais 12 ans. En fait, ça fait 13 ans maintenant que je cours. Je suis une des filles qui porte les couleurs du Malawi. Je cours pour mieux faire connaître mon pays. J'aimerais faire des compétitions internationales et je rêve de participer aux Jeux Olympiques. Seule femme de son club d'athlétisme, Teresa est une célébrité nationale. Elle a remporté à 8 reprises l'épreuve des porteurs de Mulanje, une course de montagne de 25 km d'une extrême difficulté. Sa détermination fait d'elle un véritable modèle de réussite. Notre club devient de plus en plus célèbre et beaucoup de gens viennent nous voir pour nous proposer de l'aide. Cela nous encourage et nous donne de l'espoir. Quand les gens viennent, je leur dis qu'on n'a pas de chaussures, pas de vêtements. On les remercie de nous aider. Le Malawi est un des pays les plus pauvres au monde. 3 personnes sur 4 y survivent avec moins d'1 euro par jour. Teresa ne laisse pas la misère envahir son optimisme. Elle fait preuve de ténacité face à l'extrême pauvreté et à la maladie. Le matin, on se lève tôt pour aller s'entraîner. Après, on prépare notre fille pour l'école. Puis on va travailler au champ. Quand je ne cours pas, je m'occupe de la maison. J'assure les tâches ménagères comme toutes les femmes. Je cultive mon potager, je fais la lessive, je m'occupe de mon enfant, je prépare les repas. Teresa et Félix n'ont qu'un seul enfant, une exception dans un pays où le taux de fécondité est de quasiment 6 enfants par femme.
Sa chance, c'est aussi de pouvoir compter sur son mari, qui l'accompagne dans les tâches domestiques et qui contribue à la réalisation de son rêve. Un tableau de félicité et d'harmonie qui fait figure d'exception dans un pays où l'on ose à peine rêver. Doucement. Vas-y doucement. Repose-toi. Quand tu as récupéré, dis-le-moi. Félix est aussi l'entraîneur de Teresa. C'est un bon entraînement. C'est pas dur pour elle, elle est habituée. Ok, maintenant, les bras. Allez, utilise tes bras. Lâche-toi. Voilà, comme ça. Ici, les gens pensent que quand on est marié, qu'on a un enfant, on ne peut pas courir ni faire de compétition. C'est pour cela que j'aime quand elle court bien, pour prouver aux gens qui pensent comme ça qu'ils ont tort. Il faut surprendre les gens. C'est ma femme et je l'aime. Je suis très fier d'elle. Teresa s'entraîne sans relâche sur le mont Mulanje. Le terrain de jeu de son enfance est devenu le lieu où tous les rêves deviennent possibles. Pour ma première course sur le Mulanje, j'ai terminé 6e. J'avais 12 ans. Puis j'ai été classée 3e. Ensuite, j'ai fait seconde et finalement, j'ai terminé à la première place. Maintenant, je gagne la course tous les ans. Je veux progresser et j'aimerais aller loin, participer aux Jeux Olympiques et pourquoi pas remporter une médaille d'or. Ce serait très important pour le Malawi qui n'a jamais gagné une seule médaille olympique. Si j'arrive à le faire, cela permettra à mon pays d'être connu. Et ça, j'en serais vraiment très fière. Les JO, un symbole d'universalisme dont les femmes ont été longtemps exclues. Une petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade mâle? Où serait l'intérêt? Les premiers Jeux datent de 1896. Il faudra attendre 1928 pour que l'athlétisme féminin rejoigne les autres épreuves. L'Allemande Lina Radke va remporter la course la plus longue, le 800 mètres. Mais les préjugés sont tenaces. La rage de vaincre de Lina et des autres n'émeut pas les organisateurs. On accuse les athlètes de ne pas tenir la distance, car certaines s'effondrent à la ligne d'arrivée. Les courses féminines supérieures à 100 mètres seront supprimées et rétablies seulement 32 ans plus tard, en 1960. Quant aux 42 km du marathon que Teresa veut remporter, symbole même de l'olympisme, il n'est ouvert aux femmes que depuis 1984. Le combat que mène Teresa Master, c'est celui pour un monde meilleur. Surmonter les obstacles, vaincre les préjugés, disposer de son corps et de son esprit sont les ingrédients de la liberté. L'émancipation féminine, c'est aussi celle de toute l'humanité. Elle n'a plus de frontières.
Mais les acquis sont fragiles et constamment menacés. Géraldine, Teresa, Daniel, Steph et Isabelle nous montrent le chemin à suivre. Elles éclairent un monde qui jamais ne doit céder à l'obscurité. With my chest goes, I'm waiting.